Bonjour à toutes et à tous. À Sochi s'est ouvert mercredi dernier le premier sommet Russie-Afrique. Il était question de collaboration entre les pays africains et la Russie. Une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernements africains étaient présents, consacrant de fait le début d'une nouvelle ère de coopération russo-africaine. Une offensive diplomatique au gré des opportunités dont les retombées économiques restent pour le moment prometteuses. À ce rendez-vous important était également présent le Bénin. Ce sera le sujet du décryptage avec les confrères. Dans le dossier de la semaine, vous le savez, les pluies qui s'abattent ces derniers jours sur Cotonou et ses environs causent d'énormes dégâts aux activités économiques des Béninois, des opérateurs économiques, des tenanciers de bar, des mécaniciens, menuisiers et maçons, en passant par les conducteurs de taxi-moto. Tous ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Selon un rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe réalisé par le gouvernement et publié en avril 2011, il ressort que les pertes occasionnées par les inondations sur l'économie béninoise s'élèveraient à environ 49 milliards de francs CFA. Question: comment faire pour mieux gérer les effets des inondations sur les activités économiques? On en parle dans environ 30 minutes avec notre économiste. Mais avant tout ceci, on laisse la place au mini-journal avec Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Acheter une valeur au plus bas et la vendre au plus haut pour le compte d'un tiers, tel est le défi du trader. Les yeux rivés sur les cours de la bourse, ces acteurs du marché financier spéculent sur des produits, actions, contrats à terme et devises. Qu'est-ce que le trading et comment marche-t-il? Suivons cet élément de Arthur Wendo et Christian Devouchi pour mieux comprendre. Ils sont en majorité des jeunes à embrasser le trading, un métier tout comme les autres. Le trading, c'est l'activité d'achat et de vente d'un actif financier. Le trading, je dirais, c'est une activité qui se fait sur une plateforme, d'accord, appelée broker, c'est-à-dire courtier en français. Cette activité, exercée essentiellement sur des plateformes en ligne, est pratiquée sous plusieurs formes. Nous pouvons parler des investissements à court terme, d'accord. On peut parler aussi de la spéculation, d'accord. Et on peut aussi parler des investissements à long terme. Comme toute activité, le trading regorge d'avantages, mais aussi de risques considérables. D'abord, il y a le risque que le trader court, d'accord? Et il y a aussi un risque pour ceux-là qui s'intéressent à ce métier, d'accord? Le trader, il va sur le marché pour réaliser des profits en fonction de son investissement et tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai, c'est pas un jeu de loterie. Même la loterie, ça comporte des risques, vous voyez. Mais quand vous venez sur les marchés financiers, ça vous demande de faire déjà des analyses, d'accord? Et ce sont ces analyses-là qui vous permettent maintenant de savoir s'il faut acheter ou de vendre. Même si le trading offre une liberté financière, un bon trader doit avoir une certaine aptitude. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac, le BTS, la maîtrise. En gros, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros diplômes avant d'être trader. D'accord? Il faut juste se faire former par quelqu'un qui connaît le métier, qui maîtrise bien le domaine, d'accord, et que vous voyez faire des exploits et que vous voyez faire de bons résultats, d'accord. Donc pour cela, il faut vraiment se concentrer sur le truc, chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, chercher à comprendre comment est-ce que ce marché-là, ça bouge, d'accord, avant d'investir votre argent. Parce que sans maîtrise, enfin sans pratique, il n'y a pas de maîtrise.
D'accord? Donc, en gros, je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi-même et après faire une bonne formation avant de se lancer dans le trading. Il n'y a pas de saut métier, dit-on. Devenir trader, c'est bon, mais un trader professionnel qui n'a pas pour objectif d'arnaquer la population serait plus idéal. Plusieurs communes vibrent depuis peu au rythme de l'asphaltage, un projet d'aménagement et de réhabilitation de voiries. Ainsi, de Natitengu à Parakou, en passant par Porto Novo, la transformation des villes de Lokossa, d'Abomey, de Cotonou et d'Abomey-Calavi évolue aussi à pas de géant. La modernisation de ces grandes villes offre au fil des jours une nouvelle carte postale d'urbanisation. Une équipe de BB24 a apponté les ruelles de certains quartiers de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour constater l'évolution des travaux. C'est un reportage de Louis Koudogbo, Oseni Adeleke et Patrick Adjakbodjou. Le projet Asphaltage offre à la ville de Cotonou un nouveau paysage urbain attractif et une fluidité dans la circulation. Cette voie passant devant le ministère de l'Agriculture, autrefois dégradée et quasi impraticable, est aujourd'hui asphaltée. À Figrosset, les rues sont en train d'être pavées sur les chantiers d'asphaltage au quartier Filleyon et dans le périmètre de la route des pêches. Trottoirs et carnivaux prennent forme. Les mauvais souvenirs des rues boueuses et tronçons jonchés de nids de poules laissent place à la fierté. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas ce que de temps jadis on chante dans les oreilles. Aujourd'hui, on constate. C'est un projet qui est en train de vraiment changer le visage de nos villes, particulièrement Cotonou et Abomey-Calavi, parce que nous voyons effectivement sur le terrain que le projet, ça avance. Les populations constatent déjà un changement dans leur quotidien. Leur cadre de vie est en mode rénovation et modernisation. Parmi le lot des 650 rues à asphalter dans tout le Bénin, précisément dans 9 communes pilotes, Abomey-Calavi en fait partie. Si vous allez à Godomé, à Calavi, et même Zinvier, Togba, partout, la population a bénéficié de ce projet. Ici à Togoudou-Romé, vous avez remarqué, les voies sont en train d'être aménagées, les voies sont en train d'être pavées. Le projet asphaltage prend en compte 18 rues à construire sur une distance de 26 km dans la commune. C'est aussi 72 km de voies à réaménager et bitumer. 60% des rues seront dotées d'infrastructures d'embellissement et d'aménagement urbain. Qui dit aménagement urbain dit toutes les infrastructures, tous les équipements nécessaires à l'embellissement de la ville. Outre l'asphaltage, le bitumage et le pavage, nous avons d'autres équipements comme l'éclairage public. Donc vous allez voir que tout le long de tous les axes qui seront construits, vous aurez de lampadaires solaires, photovoltaïques. Asphaltage, une première au Bénin. Loin d'être un mirage, le projet se concrétise et métamorphose les chaussées, les trottoirs et carnivaux. Une ambition née de la volonté d'offrir aux Béninois un cadre de vie sain, vivable et une sécurité sur les axes routiers urbains. Asphaltage, c'est aussi des milliers d'emplois créés dans tout le Bénin.
Pour une agriculture prospère, on a forcément besoin des faveurs du climat. Malheureusement, le climat n'accompagne pas toujours et les cultures en ressentent les impacts. Comment se manifestent les dérèglements climatiques? Quels sont les impacts sur l'agriculture et comment les agriculteurs vivent-ils cette situation? Éléments de réponse dans ce reportage de Joseph Bonke-Dotou et Louis Koudoubo. L'agriculture et le climat sont deux concepts indissociables. Alors que l'un dépend inévitablement de l'autre, il est à remarquer que ces dernières années, le climat a subi de profonds dérèglements. Un phénomène qui a sans aucun doute des répercussions sur l'agriculture. Pour faire une agriculture, vous avez besoin de deux éléments fondamentaux, à savoir le climat et les sols. Alors que le climat intervient même sur la fertilité des sols. Il n'y a pas d'agriculture sans maîtrise du climat. Maîtriser le climat, c'est donc le défi à relever aujourd'hui. Selon les indicateurs, la pluviométrie tourne autour de 1200 ml d'eau par an dans la région méridionale du Bénin et de 1000 à 1100 dans le septentrion. L'allongement des séquences sèches au cœur des saisons pluvieuses, c'est-à-dire que la pluie commence, à des moments donnés, on estime, en tout cas, on s'attend à ce qu'il pleuve un peu et on n'a pas de la pluie pendant une longue période. On a le raccourcissement des saisons pluvieuses. À des moments donnés, on s'attend peut-être à 60 jours de pluie, mais vous arrivez à enregistrer peut-être 20 jours ou même 15 jours. On assiste aujourd'hui aussi à la concentration des hauteurs pluviométriques sur une courte durée, ce qui crée généralement les inondations. Vous allez voir des changements au niveau de la température. Il y aura l'émergence des espèces de bioagresseurs envahissants et cela va négativement impacter la productivité agricole. Des dégâts qui deviennent de plus en plus énormes, notamment la baisse des rendements. Les agriculteurs souffrent le martyre. Les agriculteurs qui attendaient les premières pluies pour mi-mars, qui ont déjà fait le labour, ont semé et attendent que les premières pluies tombent pour que la germination commence, pour que la plante puisse commencer par se développer, n'ont pas ces pluies-là. Ces graines-là pourrissent et le rendement escompté n'est pas au niveau. Vous perdez votre production au finish. Des fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, c'est la famine et les gens y quittent. Face à l'urgence, il est important, voire indispensable, de trouver des mesures palliatives. Nous avons par exemple les semences. Il faut acheter des semences ou bien mettre des semences assez courtes. Vous voyez, il faut mettre des haies pour ceinturer nos exploitations. Il faut faire des sillons en parallèle par rapport aux champs. Des mesures d'atténuation et des stratégies susceptibles de réduire de façon significative les affres des dérèglements climatiques sur la production agricole. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Nadège Monlade Sonni. Wikeko se poursuit et maintenant c'est la revue de presse économique à la présentation Lazare Migan. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce condensé des informations socio-économiques de la semaine. Production de riz au Bénin en 2022. Le gouvernement décide de porter le niveau de la production à 1 million de tonnes. Une information que placade le journal La Nouvelle Expression à sa une, dans sa parution du mercredi 23 octobre 2019. À cet effet, le ministre en charge de l'agriculture est allé à la rencontre de tous les acteurs impliqués dans la production du riz, à savoir agences territoriales de développement, agents de terrain. Selon le journal, le Bénin est à plus de 400 000 tonnes de production du riz. La même information est relayée par le journal La Priorité qui titre « Production de riz au Bénin d'ici 2022, l'objectif est d'atteindre 1 million de tonnes ». Autre information dans cette revue, le Bénin a célébré la Journée mondiale de l'énergie. C'est le journal La Presse du Jour qui nous informe dans sa parution du mercredi 23 octobre 2019. Cette journée n'est pas passée sous silence. Le ministre béninois de l'énergie, Donald Jean-Claude Oussou, a sacrifié à la tradition.
On retient que le taux d'électrification en milieu rural au Bénin, actuellement très faible, inférieur à 10%, sera significativement amélioré pour atteindre au moins 20% à fin 2021 grâce à un vaste programme de projets d'électrification par raccordement au réseau électrique conventionnel ou hors réseau dont les financements sont déjà mobilisés. Au total, 4 projets phares sont ainsi consacrés au secteur de l'énergie avec un niveau d'investissement sans précédent de près de 800 milliards de francs CFA. Finissons cette revue par cette dernière information. Coopération Bénin-Russie, plus de 50 ans de relations fructueuses. Le président Patrice Talon en Russie pour prendre part au premier sommet Russie-Afrique à Sochi. Ce sommet se veut très important et déterminant pour les pays de l'Afrique, notamment le Bénin, au regard des réformes engagées par le gouvernement. Plusieurs coopérations sont prévues dans ce cadre dans les domaines des énergies renouvelables et d'exploitation pétrolière. Un grand pas sera affranchi par les deux pays. Une information relayée par les journaux La Presse du Jour et Afrique Express. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre aimable attention. Merci à vous, Lazare Migan. Nous, ici, on reste en place pour installer le plateau décryptage. On parle donc ce matin du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu cette semaine à Sochi. À l'occasion, la Russie a manifesté sa volonté de réinventer ses relations économiques, notamment avec le continent et plus précisément avec le Bénin. Deux confrères avec moi ce matin pour en parler, Héribert Label Adjovi, journaliste spécialiste des questions internationales et auteur de plusieurs ouvrages dont La diplomatie béninoise à l'heure du changement. Bonjour Héribert. Bonjour chers confrères et chers téléspectateurs, bonjour. À côté d'Héribert, je reçois également sur ce plateau Gédéon Wegba, journaliste, analyste économique. Bonjour Gédéon. Bonjour Ilvaïus. Vous allez bien? Très bien. Alors, Héribert, selon vous, dites-moi, qu'est-ce qui, selon vous, justifie le fait que la Russie s'intéresse maintenant à l'Afrique? Mais je dirais plutôt qu'est-ce qui fait que la Russie revient en Afrique, puisque les relations entre la Russie et l'Afrique, c'est tout au moins depuis la période de la guerre froide. Et donc, on a la France-Afrique, on a l'Europe-Afrique, on a même la Chine-Afrique, l'Inde-Afrique, le Japon-Afrique. Il est tout à fait normal qu'il y ait la Russie-Afrique, même si on n'est plus à l'époque de l'Union soviétique. Et donc, c'est très important. On peut très très bien comprendre, l'Afrique est le continent d'avenir et l'Afrique regorge et de compétences humaines, mais également de nombreuses ressources naturelles et minières. Et donc, c'est tout à fait naturel que la Russie, qui est quand même, ne l'oubliez pas, l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, que la Russie aussi cherche à revenir en Afrique. Et je pense que c'est très important. N'oubliez pas aussi que les pays occidentaux ont mis la Russie sous embargo économique pendant plus de 5 ans. Et donc aujourd'hui, il est important que la Russie revienne pour prendre sa part du marché sur le continent. Pour prendre sa part du marché, Gédéon, la Russie a-t-elle une part de marché en Afrique à prendre? Tout le monde a une part à prendre, ce n'est pas seulement la Russie. La France prend sa part, et les États-Unis, la Chine, comme il a cité, et d'autres aussi qui s'intéressent à l'Afrique. Et comme il a dit, l'Afrique est un marché ouvert, un marché d'avenir, un marché très attractif pour toutes les puissances aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la Russie, toutes les puissances sont intéressées par l'Afrique. Parce que l'Afrique offre beaucoup de choses. Tout un continent qui va discuter avec un seul pays.
Non, mais quand on prend les choses comme ça, je dis non, c'est passé à côté. Quand on parle de sommet Russie-Afrique, c'est un forum économique qui ne dit pas son nom. C'est un creuset pour permettre aux opérateurs économiques, aux décideurs de négocier des choses avec les investisseurs, d'attirer des investisseurs vers leur pays, et de négocier aussi des choses. Donc ce n'est pas une rencontre politique seulement, c'est une rencontre d'affaires. Donc chacun y va et va vendre ce qu'il peut vendre et acheter ce qu'il peut acheter. Alors justement, parlant de ce qu'il faut vendre et de ce qu'il faut acheter, vous le disiez, l'Afrique constitue une terre presque propice à la Russie aujourd'hui. Le Bénin précisément, avec les réformes qui sont aujourd'hui mises en place par l'actuel gouvernement, est-ce que le Bénin peut s'attendre à de bonnes relations économiques avec la Russie? Non, c'est à la diplomatie béninoise de jouer rôle qu'il faut pour attirer les investisseurs. La Russie ne va pas s'intéresser au Bénin si le Bénin n'offre pas quelque chose ou ne fait pas des pas vers la Russie pour tirer profit de ce que la Russie offre. Mais je dois préciser une chose, hein, ce regain d'intérêt pour l'Afrique aujourd'hui n'est pas anodin. Les gens s'intéressent à l'Afrique parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un marché porteur d'avenir, un marché attractif. Et puis, la Russie a compris que les 20 milliards d'échanges commerciaux qu'il a avec l'Afrique, juste là, ça nous permet, parce qu'aujourd'hui, le président russe est un président de dollars. De dollars, bien sûr. C'est un président qui veut conquérir le monde, si vous le permettez, avec un leadership vraiment impressionnant. Il a compris qu'il faut aller plus de l'avant et il projette d'ici 5 ans doubler ses relations commerciales, ses échanges commerciaux avec l'Afrique. Dans les 20 milliards même, il n'y a que l'Égypte occupe une bonne partie dans ces relations avec 7,7 milliards de dollars. Donc c'est dit que les pays au sud du Sahara n'en profitent pas encore assez. Et puis c'est l'occasion plus que jamais de se positionner, de tirer profit de ce que la Russie offre. C'est vrai que la Russie est plus spécialisée dans le nucléaire civil et puis les armements. Ben, il y a aussi les produits agricoles que la Russie a commencé à exporter de plus en plus, notamment le blé et autres, que la Russie produit beaucoup. Donc il revient maintenant aux pays africains, notamment le Bénin, de faire... de savoir tirer... Pour tirer profit. Alors Ribert, le Bénin doit bien se positionner pour tirer profit de la Russie pour mieux se développer. En quoi est-ce que la Russie serait intéressée par le Bénin ? Avant de parler du Bénin, il faut quand même souligner que le repositionnement de la Russie en Afrique est important. C'est important parce que, ne l'oubliez pas, il y a eu 2 événements qu'on oublie très facilement. En avril 2011, il y a eu la chute du régime Gbagbo. En octobre 2011, il y a eu la chute du régime Kadhafi. Et la Russie, qui est quand même membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, aurait pu opposer son veto. Et la Russie a laissé passer parce qu'entre-temps, la Russie aussi était en difficulté. Mais après coup, la Russie s'est rendue compte que c'était une erreur fondamentale. Parce que s'il y a de problèmes sur le continent africain, et vous avez posé la question à mon co-débatteur en disant pourquoi l'Afrique ensemble. L'Afrique ne peut qu'être qu'ensemble parce que la civilisation du monde a commencé ici. Et c'est ensemble qu'on peut aller loin. Mais c'est pour dire que la Russie a pris conscience de ce que si elle ne revient pas en Afrique, qu'elle ne pourra pas gagner la bataille de l'équilibre avec les autres puissances. Donc c'est très important cet aspect. Et donc le Bénin et la Russie, c'est depuis le 4 juin 1962. Et donc dans la période révolutionnaire, au cours de la période révolutionnaire, on a eu vraiment les années de gloire, si on peut s'exprimer ainsi, des relations entre la Russie et le Bénin. Il y a eu, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique, en 1991, une baisse de régime, si on peut s'exprimer ainsi, mais les relations ont été relancées, surtout après la 4e édition des négociations entre les 2 pays en octobre 2014. Aujourd'hui, on peut, sur le plan économique, que ce soit au niveau
de l'énergie. Vous savez très bien qu'en matière d'énergie renouvelable, la Russie peut beaucoup aider. On a besoin d'énergie. L'énergie est importante pour le développement. L'énergie est importante pour les développements. En dehors de cela, nous savons très bien que depuis 2014, il y a eu au niveau de la formation, notamment, par exemple, quand vous prenez un ministère comme le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, une quinzaine de cadres ont été formés, ont été du moins en stage là-bas pour un renforcement de capacité. Au niveau de la police républicaine, on a, sous-officiers ou officiers de la police républicaine. Donc, et également au niveau de l'armée, il y a 16 officiers et sous-officiers de nos forces armées qui ont été formés. Mais en dehors de ça, il y a que, en termes d'agriculture, de recherche agricole, en termes commerciaux aussi, on a bien des choses à faire avec la Russie. Il ne faut pas l'oublier, la Russie est quand même une puissance. Et aussi en matière de sécurité et défense, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Autrement dit, la Russie serait un bon partenaire pour le Bénin. Ah, mais bien sûr qu'il faut que nous diversifions nos partenariats. Nous avons des partenaires traditionnels, mais nous avons de plus en plus des partenaires, notamment au niveau des pays à revenus intermédiaires. On pourrait parler du G20 et autres. Et donc, c'est très important que nous diversifions nos partenaires. Et un pays comme la Russie, nous avons un passé commun à travers le socialisme notamment. Alors Gédéon, la Russie qui se positionne comme un très bon partenaire, qui veut investir en Afrique, on sait plus précisément qu'au Bénin, par exemple, on a la Chine qui est dans beaucoup de secteurs, qui agit dans beaucoup de secteurs. Vous pensez que si la si la Russie arrivait à mieux étendre ses relations avec le Bénin, est-ce que cela ne risquerait pas de poser un petit problème ? Non, absolument pas. Au contraire, ça va relancer encore les choses parce que, comme il a dit, quand vous avez une diversité de partenaires, là, les choses sont plus compétitives. Si la prestation de la Chine auparavant était d'un montant donné et qu'aujourd'hui la Russie vient pour proposer moins, je crois que le Bénin irait vers la Russie. Donc la diversification des partenaires permettra aussi de rendre plus dynamiques les choses et puis de permettre aussi de relancer le développement. Et je voulais souligner que vous avez parlé de retombées économiques pour l'Afrique. La Russie aujourd'hui, du moins au travers de ce sommet, a promis d'effacer la dette de certains pays africains. Je pense que le Bénin aussi fait du lobbying pour que nos dettes, si on en avait avec la Russie, si c'était effacé, ça nous permettrait aussi d'avoir du souffle nouveau parce que le service de la dette est énorme et tous les pays aujourd'hui font des efforts pour satisfaire à ça. Donc, si on nous efface une partie de notre dette, ça nous permet aussi de nous relancer économiquement. Alors, Héribert l'a évoqué, formation, énergie, agriculture. Qu'est-ce que le Bénin peut proposer de façon concrète aux investisseurs russes? Nous avons déjà un produit phare, le coton, qui est notre produit d'exportation, c'est la première production du Bénin. Donc si on arrive à négocier des choses avec la Russie, je pense, serait preneur de notre coton si notre coton est vendable sur le marché international. Donc on peut travailler dans ce sens pour dire, nous avons déjà d'autres partenaires traditionnels, mais on peut aussi toujours négocier avec la Chine pour voir dans quelle mesure on peut écouler notre coton. Et en plus du coton, on a l'anacade, on a, d'autres produits quand même, des produits quand même de qualité, l'ananas et autres. Donc on peut toujours négocier pour voir dans quelle mesure la Russie peut être... C'est vrai quand même que la Russie n'investit pas forcément dans ces secteurs-là. La Russie, c'est beaucoup plus les armes, l'énergie. Est-ce que le Bénin pourrait bien se positionner? Mais je pense que d'abord, par rapport à l'effacement des dettes, la Russie a effacé la dette extérieure du Bénin vis-à-vis d'elle à hauteur de 5 milliards de francs CFA, mais c'est un effacement qui est commué en projet de développement. Et donc, que ce soit au niveau des hydrocarbures, que ce soit au niveau du renforcement de capacités et autres, la Russie va aider le Bénin à se développer puisque, ne l'oublions pas, la Russie est quand même une grande puissance, qu'on le veuille ou non. Et nous avons besoin de diversifier nos partenariats, que ce soit sur le plan commercial où on a un accord
avec la Russie depuis 1963. Également, du côté, que ce soit la culture, que ce soit d'autres domaines comme le domaine scientifique et autres, depuis 1963 également, on a des accords. La Russie est beaucoup plus connue pour offrir des bourses d'études aux pays avec lesquels il est en partenariat. On a eu beaucoup de cadres, vous l'avez évoqué. Oui, mais en dehors de ça, en termes d'énergie renouvelable, la Russie peut faire beaucoup de choses avec nous. Et au-delà de cela, lorsque vous avez un partenariat stratégique avec une puissance qui fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto, ça peut beaucoup vous aider. Et pour finir, je dirais, ça aurait pu aider la Côte d'Ivoire, ça aurait pu aider la Libye, surtout lorsque... Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui, je ne sais pas, un Maria Greta construit avec les Russes? Ah, mais bien sûr, je pense que des projets existent dans ce sens-là. Puisque la Russie est très connue dans le secteur énergétique. Oui, il faut renforcer les projets qui existent. Je pense que à partir de ce premier sommet Russie-Afrique, le Bénin a beaucoup à en tirer. Et je pense que le Bénin fait partie quand même si nous ne sommes pas une grande puissance physique. Je pense que Feu Général Mathieu Kérékou le dit toujours, le Bénin est lourd spirituellement. Et je pense que nos rapports antérieurs avec la Russie bénéficieront certainement à cette coopération, à un renforcement de cette coopération. Non, pour compléter, je pense qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut échanger avec la Russie, notamment le domaine technologique. Aujourd'hui, nous parlons du numérique. La Russie est déjà très en avance sur nous, donc on peut s'inspirer du modèle russe pour développer notre numérique ici. Il y a aussi le domaine aéronautique. La Russie doit être, je crois, c'est le premier pays en termes aéronautiques avec des aéronefs uniques au monde. Donc je pense qu'on peut toujours chercher à voir où nous pourrons tirer profit de la Russie en termes économiques, en termes d'échanges commerciaux également. Donc tout dépend de la politique et de la diplomatie que nous allons entreprendre. C'est en termes de diplomatie que nous avons du boulot actuellement. Absolument. Bon, c'est vrai que le point n'est pas encore fait par les autorités qui étaient en Russie. Vous l'avez annoncé, il y a l'effacement de la dette, il y a la Russie qui annonce vouloir beaucoup plus s'investir dans les mines également. Nous, on n'a pas vraiment de mines au Bénin. Non, le Bénin n'a pas de mines, ni de pétrole, ni autre, mais il y a toujours, comme je l'ai dit, des domaines dans lesquels on peut toujours chercher à développer des relations commerciales avec la Russie. J'ai parlé du coton, dans le domaine agricole. En plus du coton, on a l'anacarde, on a d'autres choses. Et puis, en termes technologiques, comme je l'ai dit, le numérique aujourd'hui, c'est quand même un chantier très, très vaste ici au Bénin. Un chantier qui tient à cœur au gouvernement actuel, qui a même créé un ministère spécialement pour le numérique. Donc, on a beaucoup à tirer de la Russie dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, de façon pratique, qu'est-ce que le Bénin doit faire pour être sûr que la Russie sera avec lui sur le long terme? C'est la diplomatie. La diplomatie doit travailler à identifier les secteurs d'activité viables pour le Bénin et aller vers la Russie pour négocier. Le pays est ouvert, la Russie n'est pas fermée. Et la Russie a l'ambition de doubler, voire même de tripler ses relations. Donc je pense que c'est à nous de travailler en sorte qu'on puisse vraiment tirer profit de cette nouvelle ouverture de la Russie. Oui, il faut renforcer l'existant. Je vous l'ai dit, la 4e édition des négociations entre le Bénin et la Russie ont eu lieu en 2014. En 2016, il y a eu la 5e édition. En 2018, au Bénin, il y a eu la 6e édition. Et en 2020, donc dans moins d'un an, il y aura la 7e édition des négociations bénino-russes du côté de Moscou. Donc c'est dire que il y a quand même un travail de fond qui est fait, que ce soit au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et au niveau aussi des autres ministères sectoriels. Et comme le disait Gédéon Wegba, je pense que notre pays a des projets qui existent déjà, que ce soit au niveau énergétique. Donc, comment construire éventuellement d'autres Maria Greta, comme vous le disiez. Surtout que la Russie a proposé la construction d'une centrale nucléaire à l'Afrique. Voilà, ne serait-ce que dans le domaine, comment on appelle, le nucléaire civil. Le nucléaire civil. Et donc, au niveau de l'exploitation et l'exploration pétrolière aussi, un travail peut être fait. Le Bénin n'a pas encore
de ressources, beaucoup de ressources minières, mais comme nous sommes entourés de pays qui en ont, c'est pas évident que le Bénin n'en ait pas. En tout cas, on verra bien dans les années qui viennent. C'est dire quand même que par rapport à beaucoup de pays, même qui sont autour du Bénin, le Bénin est quand même privilégié parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas que l'économique, il y a également l'idéologique. Et sur le plan idéologique, nous avons des atouts que d'autres pays n'ont pas dans la sous-région et il faudra les exploiter à fond. En 30 secondes, est-ce que, selon vous, les autres puissances devraient craindre l'arrivée de la Russie en Afrique? Mais je pense que le marché africain est ouvert, l'Afrique est le continent d'avenir et chacun doit aller à la compétition et c'est bon pour le moral de notre côté. Ouais. Au-delà de cela, au-delà de ce que nous diversifions nos partenariats, il faut que l'Afrique se renforce. Les ensembles sous-régionaux et également au niveau continental, qu'on arrive à exécuter l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est très important. Même question. Je pense que c'est une bonne guerre. Les affaires sont les affaires. L'Afrique est tranquille. Il ne faut pas que quelqu'un ait l'impression qu'il a le monopole de l'Afrique. Voilà. Et les gens, il a démystifié. La Chine a démystifié ça. Et les États-Unis et tout le monde. Donc l'arrivée de la Russie devait permettre à ses partenaires anciens de savoir qu'ils ne sont pas les seuls maintenant sur le marché africain. Donc ils doivent travailler à faire en sorte que leurs prestations soient compétitives. Sinon, on va leur ravir la vedette. C'est tout. Merci beaucoup, chers confrères. Gédéon Wegba, journaliste, analyste économique. À vos côtés, il y avait Héribert Labelle-Ajovi, journaliste spécialiste des questions internationales et auteur de plusieurs ouvrages sur la diplomatie béninoise. Merci d'être passé, chers confrères. On installe sans plus tarder le dossier de la semaine. Vous le savez, depuis quelques jours, il ne se passe de jours sans que la pluie ne dicte sa loi. Normal, puisque nous sommes dans la petite saison des pluies, dit-on. Mais les inondations causées par ces récurrentes pluies causent des dégâts majeurs impactant sérieusement tous les secteurs d'activité. Nous allons décortiquer le sujet tout à l'heure. Avant, suivons cet élément témoin. Un véritable moment d'anxiété pour les Cotonois. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique depuis quelque temps commencent par asphyxier les commerçantes. Le marché ne va plus. Par exemple, cette journée maintenant, je n'ai rien vendu. À peine j'ai perçu 3 000 francs. Tu peux acheter des produits, tu vas installer, tu peux faire 3 à 4 jours avant de vendre un peu. Il y a des choses qui pourraient, on jette, c'est dur pour nous. Surtout nous les commerçants. La salade par exemple, il y a quelque chose qu'on vend qu'on appelle cornichon, il n'y en a pas du tout. Courgette, fleurs, il n'y en a pas, c'est trop cher parce qu'il y a trop de pluie. L'eau a envahi tous les jardins, donc il n'y a pas ces produits-là, c'est trop cher. Aucun quartier n'est épargné par ce déluge. À la haie vive, la terrasse des restaurants reste désespérément vide, au grand désarroi de ce chef cuistot. Un jour ensoleillé, il y a beaucoup plus d'activités. Actuellement, les dernières pluies ont fait que les gens restent un peu plus à la maison, sont beaucoup plus casaniers. Donc c'est vrai qu'on a une réduction, il y a une baisse d'activité. Rares sont ceux qui osent sortir pour une simple promenade. Les rues sont occupées par l'eau. Chez moi, à grade 2, cette fois-ci, l'eau là, c'est trop. Et la voie, même on n'arrive même pas à passer pour aller au service. Donc on se débrouille, même les enfants pour aller à l'école. C'est difficile. Quand il y a la pluie, toutes les activités sont bloquées. Surtout quand on parle du domaine de taxi-moto. Quand il y a la pluie, il n'y a pas les clients. Nous-mêmes, nous ne voulons pas trop rentrer dans la pluie parce que tu vas te promener pour rien et tu n'auras pas l'argent. Le manque à gagner n'est pas encore évalué, mais l'économie des petites et moyennes entreprises en pâtissent à cause des inondations. Et voilà, les pluies qui s'abattent sur Cotonou depuis plusieurs semaines riment avec leur lot de désagréments qui influencent négativement les activités économiques. Comment comprendre ce phénomène et surtout, comment faire pour y faire face? Notre invité, économiste de son État, mieux opérateur économique et membre de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, va nous aider à y trouver des réponses. Il s'appelle Madjidi Zin. Bonjour, monsieur Zin. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.
Et lui, il n'est plus à présenter. Vous le savez, il est là tous les dimanches à mes côtés pour conduire l'entretien du dossier de la semaine. C'est Patrick Adjabodjou. Bonjour Patrick. Bonjour, Ulvaïs Balogun. Vous allez bien? Très bien. Alors, voici le constat qui est ainsi posé. Le constat, il est ainsi posé. Les pluies s'abattent sur le territoire national du Bénin. Et à Cotonou, l'exemple est palpable et vivable. Les activités commerciales sont au ralenti. Monsieur Zin, comme Ulvaïs l'a dit, vous avez deux casquettes. Vous êtes économiste et vous êtes un fin connaisseur de toutes les réalités des acteurs du tissu économique. Vous avez un profil assez lourd. Bon, vous savez, pour être humble, voilà, merci pour le qualificatif, mais je suis tout simplement consultant et donc ça m'amène à travailler sur plusieurs problématiques qui font que j'ai quand même une certaine voilà, appréciation de ces problématiques-là, notamment les questions liées au développement des territoires, développement des économies locales, les questions liées à l'entrepreneuriat. Et donc, à ce titre, je suis au niveau du second patronat, comme si on peut le dire, la Confédération nationale des employés du Bénin. Donc, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous les échanges. Très bien. Quand on s'intéresse à tous ces profils, est-ce que vous êtes aussi d'avis de ceux qui pensent que la saison des pluies a toujours un impact négatif sur les activités commerciales au Bénin? Oui, malheureusement, vous savez, notre pays, du fait, surtout les grandes villes, du fait du faible taux d'équipement en infrastructure d'assainissement, un ouvrage d'assainissement, ça fait que la gestion des pluies, ça dépasse, le volume d'eau dépasse un minimum peut-être requis, supportable par nos infrastructures, ça cause d'énormes dégâts. Et dans nos grandes villes, quand je prends le Grand Nokoué, Cotonou, Samekoudi, Abomey-Calavi, Porto-Novo, donc c'est tout à fait normal. Dans ces conditions, vous n'avez pas suffisamment d'infrastructures. En fait, c'est ça. Sinon, dans les pays dotés d'infrastructures solides, ces questions, quel que soit le volume d'eau, c'est gérable. Malheureusement, nos pays étant sous-équipés en infrastructures, on déplore malheureusement des dégâts très importants au plan économique et social également. Si on s'intéresse au plan économique et quand on prend les commerçants, les tenanciers de bars et restaurants, les opérateurs économiques en général, à quel niveau l'on ressent précisément on ressent les impacts des pluies sur les activités commerciales? Voilà. D'abord, dès lors qu'il y a beaucoup de pluie, ça réduit la mobilité, c'est-à-dire le déplacement des personnes et des biens. Et donc, s'il n'y a pas de clients, vous n'allez pas pouvoir vendre. Donc, si les clients n'ont pas la possibilité de se déplacer vers vos centres commerciaux, vous n'allez pas pouvoir vendre. Dans nos marchés ordinaires, si la population ne peut pas se déplacer vers les marchés, vous avez beau essayer d'amener vos produits, il n'y a pas de clients pour l'acheter. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous parlez des bars, c'est également le cas. Vous savez, nos bars, souvent, ils n'ont pas de grandes surfaces couvertes. Oui. Et donc, souvent, les chaises sont exposées à l'air libre. Oui. Je ne vous imagine pas en train d'aller vous asseoir sous la pluie pour boire. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, réduction de la mobilité veut dire réduction du temps d'ouverture des boutiques et donc réduction du nombre de clients, d'usagers qui vont se diriger vers les commerces pour acheter. Et donc, par ricochet, il y a une réduction du chiffre d'affaires et également réduction du revenu tout simplement au niveau... il y a une différence entre le chiffre d'affaires et les revenus? On peut considérer que le chiffre d'affaires, c'est le revenu brut. Et donc, d'où vous tirez, puisque si vous êtes un vendeur de pain, vous achetez à la boulangerie pour revendre. Et donc, vous faites un chiffre d'affaires duquel vous dégagez le coût d'acquisition du pain. Et donc, comme nos commerçants le disent, le bénéfice, c'est ce qui vous revient véritablement. Tout à fait. Et donc, si vous avez des invendus, ça affecte votre chiffre d'affaires et donc, par conséquent, votre revenu. Donc, c'est ce qu'on voit de manière directe comme effet des pluies qui réduit la mobilité de la population et donc, par conséquent, sur les activités, une baisse des activités économiques. Et quelles sont ces
secteurs ou ces activités commerciales dans lesquelles les Béninois ressentent très souvent, à chaque saison des pluies, la chute du chiffre d'affaires et des revenus. Voilà. Et vous savez, en général, nous sommes un pays à forte dominance agricole. Et donc, même dans nos villes, nos marchés sont souvent des lieux d'échange, des marchés ordinaires. Et donc, dans ces marchés, vous avez des infrastructures précaires, des baraques, même des vendeurs ambulants. Et donc, les premiers impactés, c'est nos femmes qui vendent dans les marchés en général les produits manufacturés, mais également des produits agricoles. Donc, ça, c'est les premiers. Quand vous prenez l'effectif, voilà que de petits commerces, c'est essentiellement des produits manufacturés et des produits agricoles. Après, vous avez le textile et d'autres choses. En dehors du commerce classique, vous avez l'agriculture urbaine, qui est très importante et qui peut être impactée. Vous imaginez les cultures maraîchères. Et donc, lorsque un certain volume d'eau arrive, ça déborde, ça détruit toutes les cultures maraîchères. Et donc, vous imaginez un maraîcher qui attend depuis 3 mois, 4 mois de tirer des revenus de son effort. Une seule nuit, un jour, il voit tout ça là emporté. Et donc, ils se ressentent beaucoup plus. Le commerçant, lui, peut garder ses produits à la maison et rouvrir la boutique après. Par contre, le producteur, lui, il perd, c'est fini. Et donc, il perd 4 mois d'efforts, d'investissement. Et donc, c'est plus catastrophique au niveau de cette cible-là. Vous avez au niveau du transport ordinaire, les émigrants, les taxis, les émigrants. Quand les rues sont inondées, ils ne peuvent pas y aller. Et donc, vous les voyez s'abriter. Ou bien ils prennent le risque, mais ils augmentent les frais. Voilà, vous tombez dans un trou, voilà, ils augmentent les risques d'accidents et d'autres formes de risques. Je pense de noyade également. Donc, vous voyez ces catégories d'acteurs que nous côtoyons au quotidien, c'est ceux qui sont les plus impactés. Ceux qui ont de grandes infrastructures bien aménagées le ressentent moins. Voilà. Que mais quand les même, qui sont précaires. Ils vivent aussi les séquelles, les voilà, ils le vivent. Je préfère parler de la grande masse, vous voyez, qui sont vulnérables. Je parle des femmes dans nos marchés qui n'ont que des baraques. L'eau arrive, emporte toute la paillote, si vous imaginez. Pour ceux-là, c'est plus ressenti parce que il prend du temps pour reconstruire tout ça. Tout à fait. L'autre qui est dans une grande boutique bien érigée, le bâtiment ne s'en va pas. Donc, vous voyez, les effets sont plus ressentis chez les pauvres. Donc, je ne dis pas que nous avons quelque chose contre ceux qui sont plus nantis. Mais tout comme à fait. nous voulons parler des impacts, tout à fait. Ça en exergue. Certaines personnes pensent que la pluie en elle-même ne constitue pas un handicap pour tout commerçant, tout tenancier de bar, pour faire un bon chiffre d'affaires. Que plutôt la réalité, elle est au niveau des inondations. Voilà. Vous êtes d'avis? Oui, tout à fait. Puisque d'ailleurs, quand nous prenons nos pays comparativement aux pays asiatiques, la pluviométrie ici est moins. Nous sommes un pays équatorial. Donc, par rapport aux pays asiatiques, vous entendez parler des typhons, des ouragans. Donc, nous, on est un pays tropical. Donc, la pluie, nous en avons besoin pour produire. Donc, si elle n'est pas une mauvaise chose, la pluie. Non, la pluie est une très bonne chose. C'est important pour que la végétation pousse. On n'a plus besoin de démontrer cela. Et donc, c'est important, la pluie. Mais du fait que nous n'avons pas d'infrastructure solide, ça fait que finalement, ce qui devrait nous procurer du bonheur amène un lot de chagrin. Le problème se pose au niveau des infrastructures. Au niveau des infrastructures, de la gestion de l'eau. Vous voyez, et la plus grande catastrophe que nous avons connue ces dernières années, c'est les événements, les inondations de 2010. Et vous avez vu les dégâts importants que ça a causé. Et juste après ça, le gouvernement du Bénin d'alors, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a dû mettre des programmes d'urgence, dont le programme du PUGEMU, qui a réalisé de grandes infrastructures comme le pont de Fifadji, au niveau de Vossa, au niveau de Fidjirosé, à Kpakpa, ainsi de suite. Dans Boumekalavi, dans Semekoji, dans Porte-Mont. Ça ne suffit pas. Voyez-vous, donc ces projets visaient à réaliser des infrastructures qui sont résilientes, c'est-à-dire qui peuvent résister à ces... mais également à dégager des zones qui, normalement, étaient inhabitables, mais nos populations habitent ces zones-là
du fait de la légèreté des élus locaux. Le paysan qui est loin de Cotonou, lui, n'a pas ces infrastructures-là. Oui, comme je le dis, c'est important aussi. Vous avez raison, ça dépend. Le Bénin, nous avons environ une vingtaine de communes à haut risque d'inondation. Qu'on nous appelons communes à haut risque d'inondation. Vous prenez à Tiémé, par exemple, les communes comme Grand Popo, les communes comme Malanville, Karimama. Et vous avez suivi l'actualité dans ces zones-là. Les inondations ont détruit tous les champs de riz et d'autres. Donc, dans ces localités-là, les producteurs sont plus vulnérables au volume d'eau que dans d'autres localités. Au total, on a une cinquantaine, mais les plus vulnérables, je pense, c'est 20, 21. Et donc, où vraiment chaque année c'est cyclique, donc on n'y peut rien, c'est la nature. Et donc, par exemple, on ne peut rien. Oui, c'est la nature. La pluie, c'est la nature. Voilà, par exemple, quand on sait qu'il pleut à fréquence connue, on devrait se préparer à la pluie. Justement, merci de parler de la préparation. Et donc, la préparation, évidemment, c'est la prévention. C'est ça. Et donc, par rapport à ça, c'est tout ce qui est lié aux prévisions de l'information climatique. Tout à fait. Et le Bénin a fait également un progrès depuis 2010 en développant ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce. Donc, il y a eu des projets financés par le PNUD, d'autres par la Banque mondiale, pour permettre d'apporter l'information climatique, par exemple, aux producteurs lambda. Il va pleuvoir, on attend tel volume de pluie, donc préparez-vous à faire chose. Mais également, il y a d'autres mesures, comme par exemple le développement des semences à cycle court. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des semences qui nécessitent plusieurs mois, et l'eau va rattraper ça et détruire, on préfère développer des semences à cycle court que vous allez vite récolter avant l'arrivée des périodes de pluie. Vous voyez? Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites également dans ce sens pour la prévision. Et ces derniers temps, vous voyez sur les réseaux WhatsApp les messages qui parlent de la montée du niveau d'eau en Abouéton, ainsi de suite. Tout ça, c'est le fruit de nombreuses réformes menées ces dernières années pour travailler sur la prévision avant de gérer éventuellement les cas s'il arrivait quand même. Et de 2010 à 2019, avec la réalité que nous avons vécue en 2010, et les inondations auxquelles nous sommes toujours confrontés, un peu partout, notamment à Cotonou, à combien s'élève? Comment on peut quantifier le manque à gagner de ces inondations dans notre quotidien? Oui, je pense qu'en l'absence des données statistiques fiables, souvent on a des méthodes indirectes pour l'apprécier. Imaginez un commerçant qui, dans une semaine, il devrait ouvrir 6 jours, il a plu 3 jours sur 6, ça veut dire que son activité est ralentie d'au moins 50%. Mais évidemment, s'il ne pleut pas 24 heures sur 24, souvent dans la littérature, de manière empirique, on estime à 30 à 40% de perte de revenus dues à ce genre de pluie. Et donc, la dernière évaluation sérieuse, c'est celle de 2010 qu'on a appelée Post-Disaster Need Assessment, qui a été réalisée par le système des Nations Unies. Et juste après ça, c'est vrai, chaque année, il y a des petites inondations. Et il y a un dispositif au niveau national qu'on appelle plateforme de gestion des risques de catastrophes et changement climatique. Donc, cette plateforme-là est composée de plusieurs acteurs, les acteurs étatiques, les mairies, les ONG. Et à la suite des inondations, ils font ce qu'on appelle une petite évaluation rapide. On espère qu'à la suite des inondations actuelles, des pluies actuelles, cette plateforme va faire ce travail. Ça pourra permettre d'apprécier. Souvent, on a des chiffres pour étayer... Oui. Je pense que, comme je l'ai dit, souvent, on n'inclut pas que les activités économiques directes. Vous voyez, quand des écoles tombent, des centres de santé, des immeubles tombent et tout ça, donc on met tout ça dans le paquet d'impact économique et social et on évalue secteur par secteur. Pour l'éducation, par exemple, vous voyez des écoles qui sont inaccessibles, des enfants qui doivent passer dans l'eau, ils sont mordus par les serpents, voilà, des tôles s'envolent et tout ça. Donc tout ce travail, ça me rappelle, en 2010, c'était pas moins de 400 milliards de francs CFA, l'évaluation qui avait été faite à l'époque. Et donc, ces derniers temps, c'est moins qu'avant, mais je pense que si ça devait être évalué, on parlerait quand même de milliards. Des milliards. Voilà. Et quelles sont les nouvelles stratégies que nous devons adopter pour contourner les désagréments liés aux inondations? C'est heureux de savoir que l'un des programmes les plus ambitieux, c'est le programme asphaltage, le projet asphaltage,
qui a commencé à développer des infrastructures plus solides que ce que nous avons l'habitude de voir. Et donc, le vrai défi dans nos grandes villes d'abord, c'est les infrastructures d'assainissement. Et donc, pour gérer ces flux importants d'eau, mais en dehors des infrastructures, c'est des questions liées à la prévision, comme je dis. Donc, mettre l'information climatique à la disposition de tout le monde. Oui. Que ça soit comme des messages simples qu'on partage sur les réseaux tout le temps, et donc qu'on sache que, voilà, que les gens prennent du goût à l'information climatique pour pouvoir se préparer et se mettre à l'abri. Oui. Mais également, c'est des questions également d'ordre organisationnel. Oui. Comme je dis, multiplier les plateformes là, multi-acteurs par arrondissement pour qu'il y ait des petits comités au niveau du quartier, du village, pour pouvoir s'organiser à mener des actions de prévention, mais également à gérer des cas à la fin de la prévention. Parce qu'on n'a pas ce dispositif actuellement. Il y en a au niveau national, au niveau provincial, c'est-à-dire, départemental, géré par les préfets, au niveau communal, avec les maires, mais il faut descendre jusqu'au niveau arrondissement, jusqu'au niveau village. Puis il y a des petits comités. Dans les petits villages, juste il faut par exemple des cases en banco là. Oui. Il suffit de construire des petites rigoles, ça permet à l'eau de passer. Vous voyez, quand il n'y a pas les gens n'ont pas ce savoir là, il faut créer ce mécanisme là pour renforcer les capacités des acteurs à développer des actions de prévention. Très bien. Voyez, donc voilà ce que moi je pense. Oui. Et donc ça pourra permettre de mieux préparer tout le pays à faire face à ces genres de phénomènes qui sont naturels. Vous avez nous allons finir notre entretien. Vous avez quelques conseils à l'endroit des acteurs du tissu économique parce que Cotonou est en plein dans l'eau. Oui, donc c'est comme je dis, il faut que les acteurs s'organisent, c'est-à-dire par groupe. On prend le marché de Dantokpa qui ont créé un comité de lutte contre les inondations. Vous savez, on entend Cotonou en lutte contre les inondations depuis, mais on ne voit rien. Il faut que les acteurs même prennent leur destin en main, au lieu d'attendre la mairie et tout le monde. Donc, les commerçants, ils s'organisent, ils peuvent mener des actions de proximité qui permettent en attendant l'aide des autorités, mais également appeler le gouvernement à faire davantage, surtout pour dédommager les commerçants qui auraient été vulnérables à ces genres de choses. C'est des petites mesures, un programme d'urgence, il le faut, après, surtout en cette période de fermeture des frontières avec le Nigeria, où les gens souffrent déjà. La pluie est venue encore s'ajouter. Voilà, il faut que, peut-être que comme le budget de 2020 est sur la table, il faudrait qu'on pense à augmenter un peu. Oui, qu'on pense à faire plus de social du côté des commerçants. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, c'est moi qui vous remercie. Balogun, nous sommes au thème de notre entretien. Ce que je retiens, c'est qu'en attendant les grands remèdes face aux inondations, le projet asphaltage. Et c'est un projet d'assainissement qui est à coup sûr une panacée durable face aux désagréments que nous vivons dus aux inondations. Merci à vous, Patrick Kadiagodou. Merci, M. Madjidi. Je rappelle que vous êtes économiste, membre de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Merci pour vos éclairages et pour vos conseils à l'endroit des acteurs du tissu économique. Wikeko prend fin ici, madame, monsieur. Vous pouvez la suivre en replay sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Pour le moment, je vous dis à dimanche prochain.